Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal régional. Voici les titres de ce dimanche soir. Un lundi décisif pour les retraites. Le sort du projet de loi dépend maintenant du vote des motions de censure. Les députés les examinent demain. Nous nous sommes intéressés aux positions des élus franc-comtois. Une nappe phréatique à un niveau préoccupant du côté de Pontarlier. Alors à défaut de pouvoir invoquer la pluie, les gestionnaires tentent de limiter au maximum les pertes liées aux fuites repérées, vous le verrez, grâce à des micros. Et puis l'Université de Franche-Comté fête cette année ses 600 ans. Elle compte 29 000 étudiants. Nous reviendrons sur ses atouts, mais aussi ses défis en matière de recherche et d'attractivité. La présidente de l'université, Masha Voronov, répondra à nos questions dans quelques minutes. C'est donc un tournant pour la réforme des retraites. Demain, les députés se prononceront sur 2 motions de censure déposées après le déclenchement du 49.3. Un rejet entraînerait l'adoption de la réforme. Le vote des Républicains sera donc décisif dans la région. Et quelle est la position de vos députés? On a fait le point avec Johanna Albrecht. Après le recours jeudi dernier à l'article 49.3 de la Constitution, les 573 députés en siège sont appelés à s'exprimer sur 2 motions de censure. Si plus de la moitié d'entre eux en adoptent une, le gouvernement devra démissionner. En Franche-Comté, la position des 12 députés du territoire est un peu à l'image de l'hémicycle. Il y a ceux dont la position est claire et les autres. Concrètement, le vote des députés issus de la coalition présidentielle ne fait pas vraiment de doute. Ils sont 4 en Franche-Comté. Ils ne voteront pas la motion. Au contraire, 4 députés sont clairement en faveur de la démission du gouvernement. Les 3 députés franc-comtois du Rassemblement national ont signé la motion de leur parti et voteront toute autre motion de censure. Et le député de la France Insoumise, Florian Chauche, a annoncé qu'il appuiera la motion de censure transpartisane. C'est au tour du vote des députés des Républicains que se joue l'adoption ou non d'une motion de censure. Officiellement, le président du parti s'y oppose. Dans les faits, certains députés pourraient basculer. Dans le territoire de Belfort, Yann Boucard a déclaré qu'il votera pour la motion de censure transpartisane. Dans le Doubs, en revanche, Annie Genevard suit la ligne d'Éric Ciotti, pas de motion, même annonce pour Marie-Christine Dalloz. Reste une députée du Jura, Justine Gruet. Elle a déclaré « Je ne voterai aucune motion de censure proposée par les extrêmes ». Qu'en sera-t-il de la motion transpartisane déposée par les députés indépendants? Pour que le gouvernement soit renversé, il faudrait qu'une trentaine de députés les Républicains soutiennent cette motion de censure, soit la moitié d'entre eux. Et quoi qu'il se passe demain, les syndicats ont promis de poursuivre la mobilisation avec une grande journée de grève jeudi. En attendant demain, le trafic devrait revenir à la normale. C'est ce qu'annonce la SNCF ce soir. 97% des TER devraient être assurés et 4 TGV sur 5 circuleront. Demain s'ouvrira aussi à Besançon le procès du 2e gang accusé d'avoir participé à des affrontements dans le quartier Planoise il y a 3 ans. Procès qui survient dans un contexte de hausse de la délinquance dans le Doubs dans certains domaines. Précision Christophe Joly. Le procureur de la République de Besançon a donné les derniers chiffres cette semaine. En 2022, 1712 personnes ont été mises en cause dans des affaires liées aux stupéfiants dans le Doubs. Les saisies de cannabis, d'héroïne et de cocaïne se sont multipliées. Mais le vrai fait nouveau, c'est la montée de la violence et singulièrement des règlements de compte qui ont conduit à la mort d'au moins 3 personnes ces derniers mois à Besançon. C'est avec cette situation en toile de fond que s'ouvre demain et pour 3 jours, devant le tribunal correctionnel, le procès de ce qui est convenu d'appeler la 2e bande de Planoise, qui durant plusieurs mois, fin 2019, s'est livrée à une violente guerre de territoire. Le procès de l'autre bande rivale s'est tenu en juin dernier. Certains des 7 prévenus avaient alors écopé de 10 ans de prison. Dans l'actualité également, les cérémonies en hommage aux victimes de la guerre d'Algérie à Besançon. Elle avait lieu ce matin au parc des Glacis en présence de la mère Anne Vigneault. La date n'a pas été choisie au hasard. Le 19 mars 1962 marque le cessez-le-feu entre la France et l'Algérie. C'est un paradoxe inquiétant. L'une des villes où il pleut le plus est aussi celle qui manque d'eau dans ses sols. Cette ville, c'est Pontarlier. Malgré la pluie de ces dernières semaines, le niveau des nappes phréatiques reste trop bas. Mais les gestionnaires ne restent pas les bras croisés. Reportage Marine Candel et Guillaume Souda. Sous nos pieds, la nappe phréatique de l'Arlier. Grâce à une dizaine de sites de pompage,
Elle alimente 30 000 à 40 000 personnes en eau selon les saisons. Une nappe surveillée en permanence. Son niveau en ce mois de mars est en dessous de la normale. Sur le graphique, j'ai mes niveaux de nappe des 10 dernières années et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est à une nappe sur les puits de Champagne à moins 8,71 m de profondeur. Ce qui fait que, grosso modo, on se retrouve dans une situation où on est une cinquantaine de centimètres inférieure à la moyenne de ces 10 dernières années. Donc, ce qui est une situation qui est préoccupante, surtout s'il n'y a pas de précipitation. Pour recharger la nappe, il faudrait un printemps pluvieux. Dans l'idéal, 70 mm de précipitations chaque mois. À défaut de maîtriser la météo, les gestionnaires mènent de nombreux travaux pour éviter les pertes. Le renouvellement des conduites se fait à peu près tous les 60-70 ans à peu près. Parce qu'au-delà, ça commence vraiment à être problématique et on a pas mal de fuites sur le réseau. Quand l'anticipation ne suffit pas, il faut savoir intervenir rapidement. Grâce à ces micros disséminés sous terre sur les canalisations d'eau potable, ce technicien peut visualiser et entendre à distance la survenue d'une fuite. On va venir voir depuis combien de temps la valeur est élevée. Donc on a vu que c'était très direct comme changement de valeur. Donc à ce moment-là, on vient écouter le bruit de la fuite et après du coup on déclenche une intervention sur le terrain pour valider ou non la présence d'une fuite. Pour cela, il place 2 appareils qui vont calculer, grâce au son, l'emplacement exact de la fuite. Là, oui, apparemment, on aurait une fuite qui serait à 9 mètres de cet appareil. L'enjeu, c'est d'éviter les pertes d'eau afin d'améliorer les rendements, afin qu'on ne puisse pas dans les nappes à de l'eau qui ne sera pas utilisée pour la consommation. À Pontarlier, 19% de l'eau potable disparaît dans la nature. Un pourcentage de perte légèrement en dessous de la moyenne nationale, qui représente tout de même 800 m3 d'eau par jour. De quoi remplir 2 piscines olympiques en une semaine. Venons-en maintenant à l'actualité sportive. La Coupe du monde de biathlon s'est achevée cet après-midi en Norvège avec l'épreuve de mass start. Le Jurassien Quentin Fillon-Maillet s'est classé 4e. Il finit la saison à la 8e place, loin hélas de sa première place de l'année dernière. Et puis du côté des femmes, la franc-comtoise Lou Jean Monod s'offre la 10e place du général. Et puis, quel bel exploit, regardez cette image, une pontissalienne sur le plus grand tremplin du monde. Joséphine Panier participait à la toute première épreuve féminine de vol à ski, un saut à 156 mètres qui lui permet de battre un record de France. Mais la victoire est revenue à la Slovène Emma Klinec qui a volé jusqu'à 226 mètres. Des sauts qui retiennent notre souffle, mais peut-être moins que les pratiquants d'apnée. La 3e manche de la Coupe de France de ce sport se déroulait aujourd'hui à Besançon. Une pratique très encadrée car elle n'est pas sans danger. Emmanuel Rivalin et Jean-Stéphane Maurice. Au premier coup d'œil, ce n'est pas la plus impressionnante des disciplines. Allongée, la tête dans l'eau, immobile, en laissant le temps passer. Et pourtant, ce sont de vrais athlètes qui s'expriment ici, dans ce qu'on appelle l'apnée statique. Je suis comptable, je bosse 40 heures semaine et j'ai 55 ans. Là, j'ai fait 7 minutes 10. Mon objectif cette année, c'était de faire de belles perfs, me faire plaisir. La statique, c'est plus une plongée à l'intérieur de soi. C'est vraiment un sport très mental, en fait. Et c'est comment faire le plus possible avec le minimum de ressources, donc toujours être dans l'économie. Parfois, les apnéistes vont jusqu'à la syncope, aussitôt remontés par les juges de piscine. L'oxygène manquant, les sportifs s'endorment presque dans l'eau, sans conscience des 30 dernières secondes. Ça arrive, mais il n'y a aucun problème. En fait, c'est géré. Les apnéistes de sécurité sont là. C'est pour ça qu'il y a des personnes. Et ensuite, donc, il y a un protocole de suivi derrière où la personne, en fait, est mise 10 minutes sous oxygène. Voilà. On va te mettre un petit peu sous oxygène. C'est sûr ? Oui, je suis sûr, oui. Alors, c'est impressionnant pour les personnes. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut jamais, mais jamais faire d'apnée tout seul. Vous voyez la sécurité qu'on met en place. L'apnée statique, ou avec palme, compte 20 000 licenciés en France. Un monde à part qui attire des jeunes comme Alexandre, venu battre un record de France à Besançon. Je pense autour des 5 minutes 5 par là. Il y a 2-3 trucs qui m'ont perturbé, si j'ai le bac demain. Mais en fait, je crois que le mieux, c'est d'essayer de faire le vide dans sa tête et totalement se relâcher. Allez, détends-toi, Eric. Détends complètement, relâche, tu tiens.
Cet après-midi, le meilleur Français était là. Éric Marchal, agriculteur de son métier, n'a pas battu de record. Mais il a pu détailler le fond de la piscine pendant 7 minutes et 58 secondes. Quel est le point commun entre Robert Badinter, Jean-Luc Mélenchon et l'avocat Randall Schwerdorfer? Eh bien, tous sont passés un jour ou un autre à l'université de Franche-Comté comme enseignants ou élèves. L'université fête cette année ses 600 ans. On va en parler avec sa présidente Masha Voronov. Mais d'abord, comment résumer 600 ans en 60 secondes? Christophe Joly l'a fait. C'est une bulle du pape Martin V qui fonde une université à Dole, alors capitale du comté de Bourgogne. Une lettre patente de Philippe le Bon confirme cette création le 21 juin 1423. C'est au numéro 32 de l'actuelle rue des Arènes que sont donnés les premiers cours et en 1691, Louis XIV acte le transfert de l'université à Besançon. C'est là que l'université de Franche-Comté prospérera jusqu'à nos jours avec ses 29 000 étudiants répartis sur 5 villes de la région. Témoin de ces temps lointains, il demeure à Besançon l'Observatoire astronomique, créé en 1882, mais resté dans son jus. Parmi les événements marquants, notons la fondation du Centre de linguistique appliquée en 1958, aujourd'hui installé dans un nouvel écrin, et la création des facs de médecine et de droit en 1967, ainsi que des IUT de Besançon et de Belfort la même année. Un riche passé qui fait de l'UFC une des plus anciennes universités de France. Et avec nous, Masha Voronov, présidente de l'université de Franche-Comté. On peut dire que l'université s'est quand même modernisée en 600 ans. Je l'espère, je l'espère. On avait le droit canonique et le droit civil, médecine et art en 1423. Ça fait pas grand-chose. Alors, nous avons maintenant 13 composantes, donc on s'est beaucoup transformé. Alors après avoir regardé dans le passé, projetons-nous dans l'avenir. Imaginons-nous, dans 100 ans, on fête les 700 ans de l'université. Comment imaginez-vous l'université à ce moment-là? Quelles sont vos ambitions pour elle? J'aimerais que l'université soit toujours accueillante pour les étudiantes et les étudiants de l'ensemble du territoire et au-delà. J'aimerais que l'université soit totalement intégrée dans l'espace européen. J'aimerais que l'université reste une université d'excellence en recherche. Et puis j'aimerais que l'université porte toujours des valeurs qui sont des valeurs au fond humanistes, de respect, de tolérance. Et qui puisse permettre aussi aux étudiants de trouver du travail. C'est quand même aussi ça, la finalité. Il y a de nombreux métiers en tension en ce moment. Est-ce que l'université répond toujours aux besoins des étudiants et aux besoins du marché du travail ? Alors l'université, elle essaye de faire deux choses. Effectivement, d'insérer professionnellement les étudiants, les citoyens en évolution, en apprentissage que sont nos étudiants, bien évidemment, mais elle essaye aussi de conserver les savoirs, en particulier parfois des savoirs rares, des disciplines rares pour lesquelles on n'a peut-être pas beaucoup d'étudiants. Est-ce que sur les métiers en tension et qui ont des besoins, est-ce que on essaye d'y répondre. Je vais donner un exemple au travers de l'hydrogène, de l'énergie, où on sait que les besoins sont énormes et on essaye justement de former à la fois au niveau bachelor, universitaire de technologie, mais également au niveau master et doctorat, de façon à ce que ces étudiants puissent devenir des professionnels dans les entreprises qui ont besoin d'eux. Vous parlez justement de doctorat, le fer de lance, c'est la recherche. Le problème, c'est que le départ de l'université de Bourgogne, de la structure commune, a compliqué les choses et réduit potentiellement les moyens. Comment l'université va-t-elle rebondir après cette crise ? Alors l'université, elle porte par essence la vision enseignement supérieur et recherche de Bourgogne-Franche-Comté comme ses partenaires et elle souhaite poursuivre le développement au niveau de notre site Bourgogne-Franche-Comté parce que sinon nous sommes déjà petits, nous serions minuscules et notre recherche, nous avons des recherches extrêmement pointues et de très grande qualité, ce qu'on appelle des recherches d'excellence et nous tenons à poursuivre les partenariats. Malgré le refus de l'université de Bourgogne. Mais l'université de Bourgogne a refusé
la dimension institutionnelle. Elle ne refuse pas le partenariat avec l'Université de Franche-Comté. Merci beaucoup Masha Voronoff. Et preuve que la recherche est importante, je vous emmène à la découverte d'une innovation franc-comtoise, un vélo électrique, fruit du travail d'un étudiant de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, Noémie Gobron et de Nicole. Pédaler sur un vélo qu'on a soi-même fabriqué, un privilège dont profite Jean Mougenou. À 24 ans, cet étudiant ingénieur conçoit des vélos électriques. Ses maîtres mots, simplicité et légèreté. C'est dans cette usine que les cadres sont assemblés. Si les tubes viennent d'Italie, ces pièces qu'on appelle manchons ont été conçues par Jean. Elles sont fabriquées à quelques kilomètres de là, à la fonderie Belfortaine. Pour assembler le tout, pas de soudure, de la colle uniquement. Les cadres, normalement en aluminium, ils sont soudés. Ça demande beaucoup de compétences, il faut un soudeur assez expérimenté ou des robots de soudure qui sont extrêmement chers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les cadres en série sont faits en Asie, quasiment. Donc moi, je voulais ramener la production des cadres en France. Et ce procédé, du coup, qui était présent en France au début, c'était une opportunité. C'était un moyen de le faire rapidement. Le reste des pièces, comme les pédaliers ou la batterie, viennent d'Asie. 500 vélos fabriqués, dont la moitié est déjà vendue. Jean espère tripler sa production l'année prochaine. Alors pour suivre la cadence, il forme du personnel. C'est une première pour nous. Nous, on sort du monde industriel automobile pour les carters de turbo. Et aujourd'hui, on se reconvertit un peu dans d'autres branches, dont le vélo électrique. Donc nous, ça fait une belle transition énergétique et écologique. Un projet qui a commencé dans les locaux de l'UTBM il y a 2 ans. Jean voulait créer le vélo qu'il ne trouvait pas dans le commerce. Accessible, léger, robuste, qui s'adapte à tous les terrains. Il a donc eu l'idée de créer Parco, la traduction de simple en latin. Tout est dit. Sur ces vélos, pas de gadget inutile, un poids de 14 kg et un prix bien en dessous du marché, 1 600 € minimum. C'est une volonté en fait de proposer un vélo abordable pour montrer déjà qu'avoir un vélo du coup plus simple, c'est bien parce que aussi c'est moins cher. Et c'est suffisant. Et puis aussi montrer que le Made in France, c'est pas que du haut de gamme. Donc là, nous, l'objectif, c'est essayer de rester sur cette politique de prix pour essayer de démocratiser un maximum. Avant de se lancer, Jean a reçu le soutien de son école et de Pascal Brenet. Elle oriente les étudiants qui veulent devenir entrepreneurs. Au tout début de l'aventure, elle savait déjà que le projet de Jean avait toutes ses chances d'aboutir. Il coche les cases dans tous les domaines parce qu'il peut avoir un vrai impact social par le service rendu aux utilisateurs. Il a un vrai impact environnemental parce qu'il peut transformer les mobilités. Et puis il a un impact industriel et économique parce qu'effectivement, ces vélos, c'est de la production, c'est des emplois, c'est de l'activité. Une activité qui pourrait à nouveau être relancée grâce aux jeunes entrepreneurs. Son prochain objectif, fabriquer les batteries de ces vélos en France. Il connaît déjà tout le processus de production, mais il lui manque encore des partenaires. Votre 19-20 national, c'est dans un instant. Il va continuer à parler de la jeunesse avec les premières épreuves du baccalauréat qui commencent demain dans un climat social tendu avec la réforme des retraites. Des surveillants supplémentaires sont mobilisés partout en France. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, pour l'info régionale, ce sera Inès Taïeb. Excellente soirée à tous sur France 3. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur bfc.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu et France 3.